parce que la réalité, c'est que le quartier va fonctionner au fur et à mesure que les citoyens vont se l'approprier. Donc, au fur et à mesure que les citoyens vont partager cette histoire, vont avoir envie de la développer, et le véritable succès d'un quartier durable, ça va être quand on va se rendre compte que l'identité a pris racine. L'identité d'un quartier, élément tellement important. L'identité forte d'un quartier évoque des références communes, collectives, qui parlent d'un quartier, de son histoire, de sa culture. On pense au Plex montréalais, le Stade olympique, les baleines sur la Côte-Nord, la route des vins dans les cantons de l'Est. C'est des éléments culturels, historiques, géographiques qui nous fait penser à donner une identité à un quartier. À un quartier, évidemment à une ville dans ces cas-ci, on ne veut pas une image factice, on ne veut pas une image accolée sans profondeur. Donc, il y a une réflexion très importante à faire sur comment on crée cette image-là, comment on crée cette identité-là, sur quoi on l'ancre, sur quoi on a envie que le quartier nous informe, et donc à quoi vont se raccrocher les résidents, les habitants, les futurs occupants de ce quartier-là, et qu'est-ce qui va les rendre fiers pour développer le quartier. Il y a donc deux dimensions assez importantes dans l'identité qu'on veut créer d'un quartier. Il y a la dimension objective et l'autre, c'est la dimension subjective. La dimension objective, évidemment, c'est tout ce qui est factuel, la géographie, l'histoire, la culture, donc des éléments très précis et concrets. Et la dimension subjective, évidemment, on est plus dans le ressenti, l'expérience qu'on a d'un quartier, la perception qu'on en a. Dans la dimension subjective, la perception des lieux a un lien direct avec l'appartenance et le sentiment d'appropriation qu'on va avoir par rapport à un quartier. Je vous parlais de créer une identité forte, mais cette identité forte-là doit traverser l'ensemble des composantes pour justement avoir une force de composition du quartier. Quand on dit traverser l'ensemble des composantes, on pense par exemple à comment l'identité peut influencer la volumétrie, comment l'identité peut influencer le trajet des rues. Pensez au parc de l'Hippodrome qu'on veut créer dans le nouveau quartier qui reprend l'idée d'un circuit de course de chevaux. On est donc dans un aspect qui se rapproche beaucoup du marketing. Évidemment, là, j'utilise le mot avec parcimonie parce que on ne veut pas d'une image factice, collée, réductrice même. On veut une identité qui parte de l'authenticité d'un quartier ou de l'authentique volonté d'avoir une identité propre au quartier. On parle de marketing territorial, mais on ne veut pas tomber dans l'excès où le simple fait d'avoir des investissements majeurs demeure l'élément important de la vente du quartier. Donc, oui, les investissements sont importants, oui, l'aspect économique est évidemment essentiel, mais il faut vraiment mettre de l'avant aussi tous les aspects sociaux, les aspects d'équité, d'abordabilité, qui fait que le quartier va être vu, perçu, aimé, désiré par tous. Alors, il y avait des ingrédients dans notre recette et la sauce est très importante aussi. On peut faire des recettes sans sauce, ça peut être très bon, mais la sauce rajoute toujours un petit quelque chose. Et ici, on parle de sauce culturelle. Donc, la sauce culturelle est une très bonne sauce qui est très intéressante et les exemples sont vraiment nombreux. Vous pensez simplement à Bilbao qui, selon moi, a fait école. Donc, le Guggenheim à Bilbao qui a fait énormément parler, je pense, a ouvert la voie à énormément de requalification de quartier, de redéveloppement de quartier. Donc, Bilbao, une ville d'Espagne située dans le nord-ouest, Pays Basque, qui, dans les années 80, est très moribonde et ont énormément de difficultés à faire revivre complètement ce coin de pays-là. Le musée Guggenheim apparaît et soudainement, l'école de Bilbao est apparue, c'est-à-dire faire un projet culturel qui mobilise les acteurs, qui stimule les investissements, qui braque les regards du monde entier vers cette ville-là. Évidemment, on parle de tourisme excessif, on parle d'américanisation d'une ville, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire. Mais force est de constater que l'opération a été réussie parce que l'ensemble du quartier, les berges industrielles de Bilbao ont été complètement revisitées. Bilbao a fait école,
Confluence s'est inspiré très clairement et très fortement de Bilbao en voulant faire le musée des confluences. Mais le musée des confluences, fait par les architectes Coop et Melblau, était une volonté claire, nette, assumée de faire venir des touristes, parce que c'est un musée régional et même mondial qu'ils y construisaient, et était une façon de dire, regardez, la culture est au cœur de notre quartier, est une attraction, est un repère. Donc, la sauce culturelle est particulièrement mobilisante pour créer de l'engouement, créer un intérêt, faire parler d'elle. Mais nous avons aussi cette possibilité-là, et je l'ai abordé un peu avec mes exemples, mais souvent, le patrimoine joue le rôle de source culturelle. Souvent, le patrimoine est un ancrage, entre guillemets, facile pour réussir à créer un nouveau quartier. On a eu la chance de travailler à la Chenest, et justement, notre mandat était de travailler sur les aspects du patrimoine, comment le mettre en valeur, comment on crée donc une identité à un quartier. Le patrimoine est un vecteur privilégié. Le patrimoine est un vecteur primordial pour donner une identité à un quartier, pour lui assurer une image forte. Je fais un lien ici entre le patrimoine et la création d'une identité. Mais pour moi, le patrimoine doit avant tout être ancré et orienté vers la communauté, pour ensuite, idéalement, devenir le discours commun et rassembleur qui supportera alors cette image forte. Pourquoi construire une identité territoriale? Bien évidemment, il y a plusieurs objectifs à ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que le territoire soit vraiment perçu comme un tout cohérent, logique, planifié dans une entité de temps, de territoire. On veut susciter une adhésion citoyenne. En fait, on veut que les gens se sentent chez eux et sentent que c'est leur quartier auquel ils peuvent participer. Ça nous amène aussi à penser à légitimer l'action des pouvoirs publics. En fait, on veut que les décisions soient mieux comprises, acceptées, et ensuite que les citoyens peuvent se les approprier pour aller plus loin dans le développement de leur quartier. Finalement, on aime l'idée de renforcer l'attractivité et la compétitivité d'un territoire. On n'a pas besoin d'avoir un stade olympique. Ça peut être une série d'armatures, un boisé unique qui nous permet de dire que c'est la base, le cœur de notre quartier. Et ça, c'est un élément très fort en attractivité. Toutes ces composantes-là viennent nourrir notre quartier, mais à mon sens, c'est très important justement que ça parte des besoins de la population, que ça parte des attentes, des envies, donc des consultations, de l'écoute. Il y a différentes façons de faire pour créer une identité. Il y a l'action publique. Donc souvent, simplement la politique qui veut vraiment développer un quartier. Je donne comme par exemple l'hippodrome, où il y a une volonté affirmée de faire de ce quartier-là un quartier différent, durable, inclusif. Il y a ce qu'on peut appeler le récit identitaire, donc l'histoire qu'on s'en construit, collective, qu'on aime se raconter. Là, je pense à Angus, par exemple. Ensuite, il y a le design audacieux, donc je vous en ai donné plusieurs exemples, que ce soit Affinity à Rambourg, que ce soit Bilbao, que ce soit Malmö avec la Torsado Tower. Donc, le design audacieux, lorsqu'il n'y a rien du tout, est une façon de créer un engouement, parce que le quatrième élément serait de s'ancrer sur de l'existant. C'est plus facile d'être sur de l'existant que de créer un discours complètement neuf. Donc l'existant, le patrimoine, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut donc s'ancrer, que ce soit géographique, que ce soit naturel, que ce soit culturel. Donc, tout ce que je viens de vous décrire, dans le fond, c'est une bougie d'allumage qu'on veut. C'est quelque chose qui va propulser le quartier, qui va lui donner une identité ou l'amorce de son identité. Parfois, la bougie d'allumage peut être de l'architecture. Parfois, la bougie d'allumage peut être un récit. Parfois, la bougie d'allumage va être un ancrage tout simplement sur quelque chose qui existe. Parce que la réalité, c'est que le quartier va fonctionner au fur et à mesure que les citoyens vont se l'approprier. Donc, au fur et à mesure que les citoyens vont partager cette histoire, vont avoir envie de la développer. Et le véritable succès d'un quartier durable, ça va être qu'on va se rendre compte que l'identité a pris racine, que les citoyens en sont fiers et qui ont envie d'en parler à tout le monde. Mais ce qu'on veut au final, c'est d'avoir des ingrédients en fait qui permettent de rassembler,
qui permettent de rendre les choses plus attrayantes. Et ce qu'on veut surtout, c'est ce sentiment d'appartenance qu'on veut qui émerge du nouveau quartier.